À suivre, un sujet dont on ne parle presque jamais, la sexualité féminine en Afrique, entre domination masculine et libération féminine. On en parle avec les deux invités du Grand Angle. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Samy Tchak, vous êtes né au Togo, vous vivez en France depuis 86, vous êtes philosophe, romancier. Dans votre dernier livre, vous rendez hommage à votre père. Ainsi parlait mon père. C'est pas tout à fait un roman, enfin, l'hommage à votre père en tout cas, ça c'est sûr. C'est chez Jean-Claude Lattès. Alors vous êtes aussi sociologue, l'auteur de plusieurs essais sur l'Afrique et sur Cuba. Et nous sommes aujourd'hui ensemble pour parler d'un livre que vous avez écrit en 99, La sexualité féminine en Afrique. C'est aux éditions L'Harmattan. Le livre vient d'être réédité et vous nous direz si la sexualité de la femme africaine a changé en 20 ans. Pour en parler avec nous aussi, la psychologue d'origine camerounaise Belinda Ngobati. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, pourquoi Samy Tchak, le sociologue que vous êtes, l'homme que vous êtes, s'est intéressé à la sexualité féminine en Afrique? Oui, je l'ai d'entrée dans le livre, je l'ai expliqué. Ça part de ma petite expérience d'homme né, grandi dans un village. Un petit espace où on observe les choses quand même de façon beaucoup plus aisée. Et le fait d'être issu d'un village m'a permis d'être en situation d'émigration très tôt. En venant dans la ville, juste à 12 km de mon village, j'étais déjà dans un autre espace pour observer quelque chose de beaucoup plus élargi. À un moment, je m'étais rendu compte que peut-être un homme s'intéressant aux problèmes des femmes, avec toutes les marges d'erreur et de généralisation abusive que ça comporte, ça aurait un peu plus de sens. Ça serait peut-être moins, j'allais dire, moins sur l'angle de l'auto-légitimation ou de l'auto-justification. J'ai essayé d'être dans une objectivité de sociologue. Bon, alors, quel est votre constat de départ en 99 ? Quelle sexualité pour la femme africaine il y a 20 ans? Est-ce qu'elle avait d'ailleurs le droit à une sexualité? Oui, ben, ce que je montre dans le livre, en réalité, il y a des niveaux qu'il faut, dans toutes les sociétés, prendre en compte ce qui est officiel et ce qu'on peut observer dans toutes les sociétés et à toutes les époques. Mais les êtres humains ont droit à une sexualité ou à des formes variées de sexualité, mais... Qu'est-ce qui est officiel et qu'est-ce que vous avez observé? Voilà, ce qui est officiel dans beaucoup de sociétés que j'ai étudiées, c'est tout simplement que la femme a une sexualité très codifiée, voulue par la société, voulue par la ligne patriarcale. Mais on oublie que c'est un être humain et que tous les êtres humains ont, dans toute forme de coercition, des marges. Les femmes ont toujours eu des marges. Elles sont plus ou moins grandes selon ce que la société dit autoriser ou autorise ouvertement. On peut dire quand même que les deux mots qui résument votre livre, c'est domination masculine. Oui, oui. Ou femme épouse, parce que c'est aussi ça. Oui. Mais c'est surtout domination masculine. Oui, je pense que c'est le fil rouge de votre livre. C'est l'élément, à mon avis, qui est le plus universel d'ailleurs, parce que dans toutes les sociétés, il y a cette domination masculine, au moins officielle. Elle n'est pas qu'une vue d'esprit, elle est réelle. Parce que je parle de sexualité, mais l'ensemble de la société dans laquelle on intègre l'aspect sexualité est dominé par les hommes. Justement, Belinda Ngobati, justement, avec votre expérience aujourd'hui de psychologue en 2019, vous diriez que les choses ont changé? On est toujours sous le règne de la domination masculine? Quand même. C'est-à-dire qu'en fait, très peu de choses ont changé. Très peu de choses ont changé. On est... comment dire? Il faut dire que la domination masculine, elle est, moi je dis qu'elle fait même partie de l'inconscient collectif. Donc, comme elle fait partie de l'inconscient collectif, même les évolutions se font avec cette espèce de chape de plomb qu'on a et qui font que ça ne sera jamais, il n'y aura jamais complètement de liberté entre guillemets. Ce sera toujours, on autorise. Voilà. Dans votre cabinet, vous voyez des couples africains de France? Non. Non. Donc, pas d'Africains, donc je ne peux pas m'appuyer sur la pratique, voilà, pour... Vous vous êtes intéressé à ce livre. Comment vous vous êtes intéressé à ce livre de Samy Tchak, en quelques mots? Oui, alors en fait, je m'intéresse au livre parce que, comme j'ai dit, une amie commune m'interpelle sur la question.
Après, je m'intéresse aussi au livre parce que mon statut de femme africaine en 2019 m'interpelle aussi. Vous vous retrouvez beaucoup dans le livre de Samy Tchak? Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des passages où je me suis dit en riant qu'il aurait tout à fait pu me prendre ou prendre des personnes, des jeunes femmes de ma génération, comme corpus de travail. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est en ça que c'est très intéressant, c'est que justement, c'est des schémas qui se perpétuent. Alors justement, quand on lit votre livre, en 99 en tout cas, l'homme africain, je résume, il est souvent polygame, il est souvent infidèle, il est souvent violent, il ne pense qu'à son plaisir, il fréquente accessoirement des prostituées. Donc c'est un tableau assez sombre. Est-ce que c'est un tableau réaliste? Oui, et disons, pour rendre le tableau moins sombre, je parlais vraiment de la polygamie au sens de multiplication légale, autorisée ou non de partenaires. J'essayais quand même de montrer que c'est un phénomène beaucoup plus universel qu'africain, où il y a une sorte de liberté ou d'autorisation pour l'homme à une vie au moins de polygame sur le plan sexuel, qui n'est pas une chose aussi évidente pour les femmes, au moins officiellement. La polyandrie n'étant pas quand même une chose si répandue que ça. La polygamie, aujourd'hui, elle est toujours aussi répandue en Afrique? Tel que je l'ai décrit, oui. C'est-à-dire, bon, on n'est pas obligé d'avoir épousé deux femmes pour être polygame, de mon point de vue, dans ce que j'ai décrit dans le livre. Et sur ce plan-là, l'infidélité ou bien le multipartenariat est toujours répandu. Et je rappelle et je précise, je parle de l'Afrique, mais c'est quand même un phénomène vraiment universel. Le multipartenariat est répandu aujourd'hui, oui, il est toujours répandu comme il l'était avant. Comment est-ce que la femme africaine considère la polygamie? Ça dépend. C'est-à-dire qu'en fait, justement, il y a, pendant un certain temps, c'est-à-dire que si on prend du point de vue de ma génération, comme je dis toujours, ma génération de jeunes femmes qui ont fait beaucoup d'études, etc., etc., on a tendance à voir le polygame comme le sultan avec son harem, avec toutes les femmes qui se battent pour lui plaire, etc. Donc concrètement, on ne peut pas avoir un regard objectif et, entre guillemets, positif. Maintenant, si je veux sortir du schéma, voilà, des préjugés, parce que c'est un préjugé, je vais dire qu'il y a aujourd'hui des femmes qui défendent le droit d'être mariées à des polygames. Voilà. Dans le livre aussi, il y a plein de questions que vous abordez dans le livre, notamment la question du plaisir. Est-ce que la femme africaine a le droit au plaisir sexuel? Oui, c'est vrai que le droit au plaisir... c'est plus un droit masculin. Oui, en général, ce sont les hommes qui ont le droit au plaisir officiellement. Et malheureusement, et je décris très bien, pour les hommes, je pense quand même qu'ils oublient que dans une relation intime, il y a deux personnes et que, bon, on ne peut pas non plus contrôler ou interdire à l'autre ce qu'il ressent. Donc, le plaisir, qu'il soit un droit ou pas, je crois que dans une relation à deux, la femme a son plaisir, et je ne réduis pas dans le livre les femmes à des objets pour les hommes. Je montre la complexité où des femmes affirment leur droit au plaisir, multiplient les astuces pour avoir leur plaisir, ou à un moment sont même celles qui mènent le jeu, dans la mesure où, de mon point de vue, dans ce qui est quand même cette relation à deux, s'il y a quand même des limites qu'on pourrait appeler même presque naturelles, c'est l'homme qui est le plus limité. Le plaisir est d'abord féminin. Vous évoquez aussi la sexualité qui subit le poids des religions, des deux religions importées, entre guillemets, c'est-à-dire le christianisme et l'islam. C'est une réalité en Afrique? Oui, c'est une réalité en Afrique, comme ça l'a été aussi dans d'autres régions, bien sûr. Dans d'autres régions du monde, c'est-à-dire des formes de codes sexuels qui étaient relativement plus souples par rapport à ce que nous vivons ont disparu parce que c'est contraire aux religions. Le fait, par exemple, dans certaines sociétés que j'ai décrites, on puisse accepter ouvertement l'infidélité de la femme ou même accepter qu'elle aille
avec un autre homme, au vu aussi de toute la communauté, l'islam ou le christianisme ne tolèrent pas ce genre de codes sociaux. Vous diriez qu'aujourd'hui, la question s'adresse à l'un et l'autre, qu'il y a un mouvement de libération féminine en Afrique, que la femme africaine, elle continue de subir ou au contraire, elle revendique sa part de plaisir, de sexualité autonome, de sexualité de femme. Oui, nous discutions de ça avant de... Oui. Je pense que le vrai problème de la sexualité en Afrique, ou si on l'élargit, humaine, c'est le déplacement des schémas. On a quand même une impression de liberté ou de libération parce qu'on pense faire des choix. Or, quand on analyse en termes de schémas, il y a plutôt une forme de, disons, de modélisation, de conformisme. On se conforme à quelque chose qui devient une nouvelle norme. On ne l'a pas inventé soi-même. On est plutôt pris dans une sorte d'évolution d'une époque et d'un nouveau schéma. La liberté n'est pas aussi grande que ça. Votre avis là-dessus ? Je pense la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait dire que comme je l'ai souvent pensé aussi, même après avoir relu son livre, c'est que le corps s'est libéré. C'est-à-dire que le corps s'est libéré, on excise moins. Oui. Bon, il n'y a plus d'infibulation ou presque. Ça existe encore l'excision quand même. Hein. Oui, mais moins. Voilà, on incise moins et on l'a reconnu comme étant une mutilation. Oui. Voilà, donc déjà, ça montre que... C'est un long processus en fait. Exactement, c'est un long processus. Donc là, déjà, le corps se libère petit à petit. Oui. Et avec le corps qui se libère, c'est aussi la sexualité de la femme qui occupe le devant de la scène, on va dire ça comme ça, et qui s'impose. Voilà. Maintenant, qu'elle ait du plaisir ou pas... Comme là, vous parlez pour les femmes africaines en France ou pour les femmes africaines en Afrique ? Pour les deux. Pour les deux. C'est-à-dire que pour les deux, parce que de toute façon, qu'on soit femme africaine en France, on a quand même le poids d'une famille. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Voilà. Le temps passe très vite. Je voudrais terminer en vous posant une question. Oui. Vous vous considérez, Samy Tchak, comme un écrivain féministe, après tout ce que vous avez écrit ? Je peux me considérer comme un écrivain comprenant l'essentiel des luttes féministes. Je peux me considérer comme un être humain sensible à des combats de femmes, mais c'est vrai que l'étiquette de féministe me paraîtrait peut-être un peu usurpée. Je ne m'en sentirais pas nécessairement digne, c'est plutôt... Je partage les combats, mais je ne me sens pas digne quand même de porter l'étiquette de féministe. Merci beaucoup pour votre modestie aussi, Samy Tchak. Merci beaucoup, Belinda Ngobati. Je rappelle le titre de votre livre, donc La sexualité féminine en Afrique, aux éditions L'Harmattan. Merci à tous les deux. Merci.